les reçoit avec toute l'attention requise. Il ne saurait aucunement accepter des injonctions sur fond de chantage à peine voilées. René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, poursuit en reconnaissant que les problèmes camerouno-camerounais peuvent et doivent se résoudre au Cameroun par les Camerounais eux-mêmes et les dirigeants qui se sont donnés. Ainsi parlait le ministre de la Communication en guise de réponse à la résolution du Parlement européen sur le Cameroun adoptée le 18 avril dernier. Après Marcel Niadifendi, président du Sénat, Kavaye Yege Djibril, président de l'Assemblée nationale, Eugène Belambela, ministre des Relations extérieures, et comme pour boucler le balai de condamnation de la résolution du Parlement européen, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, ajoutera pour sa part que cette résolution empreinte de partialité qui s'apparente à une kyrielle de contre-vérité, d'affirmations gratuites, de récriminations infondées et d'injonctions assorties de chantage dirigées contre les autorités camerounaises et nos forces de défense et de sécurité. S'agissant des saccages des ambassades, René Emmanuel Sadi reconnaît aujourd'hui qu'ils sont l'œuvre d'individus non identifiés qui restent poursuivis sous X. Résolution du Parlement européen, la réponse du gouvernement, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Résolution du Parlement européen, la réponse du gouvernement. Pour en parler ce soir à Yaoundé, je suis en plateau avec le docteur Apollinaire Ako. Bonsoir, docteur. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux différents copanélistes et bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Voilà, vous êtes le secrétaire national qui s'occupe de la santé au mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. C'est bien ça, je suis le secrétaire national chargé de la santé et de la protection sociale. Les nouvelles des blessés? Les blessés des événements du 26 janvier vont mieux. Oui. Les lésions qu'ils avaient contactées ont évolué vers la cicatrisation et aujourd'hui, ces lésions ont complètement cicatrisé. Mais sur le plan sanitaire, il reste que, en raison du milieu carcéral insalubre, en raison de la promiscuité, nos camarades, pour la plupart, ont régulièrement des accès de palu, des bronchites et toutes les autres maladies qui sont liées, n'est-ce pas, à un milieu carcéral insalubre. Donc, la question sanitaire se poursuit même après les premières lésions traumatiques. Ok, vous les voyez combien de fois par semaine? Je vais à la prison en moyenne 1 à 2 fois par semaine. Ok. Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation, docteur Apollinaire Ako. Sur ce plateau également, le professeur Edmond Bilois. Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir Serge. Oui. Vous êtes enseignant à l'université de Yaoundé 1. C'est ça. Mais aussi vice-recteur de Yaoundé 2. C'est ça. Dites-nous, expliquez-nous cette alchimie-là. Ben, il se trouve que je suis enseignant à l'université de Yaoundé 1. C'est là que j'ai été recruté. Oui. C'est là que j'ai fait toute ma carrière administrative. Oui. Et par la magie du décret, c'est-à-dire le politique vous a envoyé? J'ai été nommé d'abord vice-recteur à l'université de Tchang. Oui. Et le 26 novembre 2018, j'ai été affecté à l'université de Yaoundé 2. Ok. Bienvenue, professeur. Vous allez défendre ce soir les couleurs du gouvernement et du RDPC. C'est bien cela? C'est ça. Je vais surtout défendre les couleurs du RDPC. Oui. Mais étant donné que le gouvernement est en grande partie une émanation du RDPC, oui. Je crois donc vous répondez. Vous allez soutenir le ministre Sadi sur ce plateau? Oui, bien sûr. Ok. Je crois que la plupart des Camerounais le soutiendraient. Ah, ok. Sur ce plateau également, Joseph Liangoula. Bonsoir, Jo. Bonsoir Serge, bonsoir aux copanélistes et aux téléspectateurs de Equinox. Voilà, vous êtes, on vous a vu, la campagne elle est passée. Maintenant, vous êtes analyste politique, c'est bien cela? Oui, vous analysez froidement la situation politique. Ouais, je renoue avec une activité à laquelle je m'adonnais bien avant les élections, c'est-à-dire l'analyse des enjeux politiques et sécuritaires au Cameroun. Et la dernière actualité en date, c'est d'ailleurs cette communication de l'agence de notation Standard & Poor's qui vient notamment de revoir la perspective de la note camerounaise de stable à négatif. Et elle pointe du doigt notamment l'augmentation des risques budgétaires, mais surtout des risques sécuritaires au Cameroun. Je rappelle, une agence de notation comme Standard & Poor's a pour objectif d'attribuer
des notes à la dette souveraine du Cameroun. Enfin, en fonction de cette note, de faciliter l'accès du Cameroun à un certain nombre de financements sur la scène internationale. Si la note est positive, le Cameroun emprunte plus facilement sur les marchés internationaux. Oui. Il y a des taux d'intérêt extrêmement bas. Si la note est négative, le Cameroun emprunte difficilement et avec des taux d'intérêt très élevés. Ok. Joseph Liangoula, c'est vous qui commencez cette émission. Le président de l'Assemblée du Sénat d'abord, qui fait sa sortie. Ensuite, Kabaye Yegedibel, il y a aussi Eugène Belambela, ministre des Relations extérieures, et comme il y a le président de la République aussi à travers un tweet, et hier c'était le porte-parole du gouvernement. Comment vous analysez cette façon-là pour le gouvernement de contre-attaquer ce qu'a dit le Parlement européen? J'avoue qu'on est un peu surpris par la litanie des réactions qu'on a enregistrées, notamment de la part du gouvernement. L'ensemble des institutions de la République se sont mobilisées après cette actualité notamment suscitée par l'Union européenne, par la résolution du Parlement européen. Il y a le Sénat qui a réagi, l'Assemblée nationale, le ministère des Relations extérieures, le ministère de la Communication et porte-parole du gouvernement, le président à travers un tweet, et aussi même le représentant du Cameroun au Parlement panafricain qui a réagi. Donc l'ensemble des institutions se sont mobilisées et on a l'impression qu'il y a une véritable surenchère de la communication dont le principal enjeu c'est de montrer la solidarité gouvernementale derrière les positions aujourd'hui ou la politique mise en place par le président de la République allant dans le sens notamment de la résolution des crises multiformes qui pèsent sur le Cameroun, mais aussi allant dans le sens de la gestion des contentieux politiques. Joseph, mais c'est pas la première fois que le Cameroun est interpellé. Pourquoi pour cette sortie du Parlement européen, il y a cette levée de bouclier, on va le dire. Le temps était assez haut, en tout cas le temps de l'Union européenne qui n'est pas passée par 4 chemins pour condamner les agissements du Cameroun, pour dénoncer les entraves au processus démocratique, dénoncer les violations flagrantes des droits de l'homme, menacer même de revoir la coopération avec le Cameroun. Et Dieu seul sait combien le Cameroun, l'Union européenne est un partenaire clé du Cameroun dans le cadre commercial, dans le cadre des projets de développement, etc. Et ils ont même menacé d'amener cette question au niveau du Conseil de sécurité si jamais les institutions régionales, l'Union africaine ou la CEMAC, ne se saisissaient pas de ce problème et ne poussaient pas le Cameroun à engager des mesures allant dans le sens de la désescalade. Donc il y a une réaction vraiment musclée de la part du Parlement européen et du coup le gouvernement camerounais se trouve aujourd'hui dans l'obligation de réagir et de riposter à la hauteur de cette institution. Rappelons que le Parlement européen c'est quand même la voix des 27 États de l'Union européenne, la voix de l'ensemble des citoyens européens, puisque c'est ce dont ils sont censés incarner les intérêts dans les résolutions, dans les décisions qu'ils prennent. Et ils ont exprimé une position extrêmement critique sur le Cameroun qui pourrait avoir des conséquences dans l'avenir sur la coopération entre l'Union européenne et le Cameroun et qui pourrait aussi quelque part consolider notamment les positions du bloc occidental vis-à-vis du Cameroun qui est de plus en plus tensé notamment de violer impunément les droits humains et d'entraver au processus démocratique. Et Docteur Oko, je l'ai dit à l'entame de l'émission, le ministre Sadi n'accuse plus directement Boubacar Kamto. Vous faites bien de le relever, et avec vous toute l'opinion nationale et internationale qui voit comme ça M. Sadi dire une chose et quelques semaines après dire les actes contraires. Il n'y a que lorsque vous avez affaire à des personnes qui ne prennent pas toujours la mesure, n'est-ce pas, des paroles qu'elles tiennent, qui finalement, au vu des faits, au vu de la réalité, au vu de la pression, au vu de la vérité tout simplement, sont obligés de rétro-pédaler. Oui. Monsieur Sadi, comme vous le dites, a dans son communiqué, dans son point de presse, émis plusieurs contre-vérités. Comment comprendre que une personne qui, sur un média international, a pris sur lui comment dire ça, d'avancer le fait que c'est le MRC, le président Kamto, qui était responsable des casses dans les ambassades, en France, à Berlin, et qui aujourd'hui, comme par enchantement, comme par miracle, dit qu'il ne peut connaître les responsables et que ces personnes ne sont pas encore identifiées et qu'une plainte aurait été déposée sous X. C'est une curiosité. Mais moi j'annonce à l'opinion que le MRC n'a pas attendu les contradictions de M. Sadi et a déposé plainte contre la personne de René Manuel Sadi à Paris, et là-bas il aura à répondre, à dire à l'opinion nationale et internationale qu'est-ce qui a fondé sa première sortie, surtout qu'apparemment maintenant nous voyons qu'il a reviré. Donc, dans ces contradictions, nous laissons ces contradictions, nous constatons que c'est quelqu'un qui s'est dédié, tout comme il s'est dédié en affirmant que le Cameroun est un État souverain et donc il doit résoudre ses problèmes en se basant sur ses institutions. Oui, on va revenir sur cet aspect-là. Effectivement. Oui. Donc, c'est pour dire en fait que c'est un communiqué, lorsque vous lisez, qui est truffé de contradictions.
Et ça suffit à montrer l'inconsistance d'un tel communiqué. Ça fait sourire le professeur Bilois. Oui, il n'y a pas de contradiction du tout. Oui. Le ministre Parce que le ministre Sadi lui aussi dit qu'il y a beaucoup de contre-vérités dans le... Oui, le ministre Sadi, dans son communiqué, a dit que des manifestants se réclamant du MRC, et ça c'est indéniable, ils se sont réclamés du MRC, ils l'ont dit devant les caméras, parce que leurs actions ont été filmées. Des manifestants se réclamant du MRC ont envahi et mis à sac les ambassades du Cameroun à Paris. Ça c'est ce qu'il disait en février. C'est ce qu'il a dit aussi dans le dernier communiqué. Non, il dit ceci. Non. Des individus. Le prophète n'a pas bien lu. Non, écoutez, j'ai bien lu. Les individus non encore identifiés, Oui, il a dit ayant ça. posé des actes Il a dit ça. de Mais destruction, allons à la page 14. Oui. Dans le même temps, c'est-à-dire au cours de cette journée du 26 janvier 2019, Oui. des manifestants se réclamant du MRC envahissaient et mettaient à sac des ambassades du Cameroun à l'étranger, notamment à Paris et Berlin. Il n'y a pas de contradiction. On ne connaît pas l'identité exacte de ces manifestants, mais tout le monde sait que, et le MRC le sait très bien, que ces manifestants sont réclamés du MRC. Professeur, est-ce que c'est ce que le ministre a dit en février, lorsqu'il a accordé au micro de Christophe Ce n'est pas différent de ce qu'il a dit en février. Ce n'est pas totalement différent. Oui. Hein? Ceux qui ont mis à sac les ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin se sont réclamés de leur appartenance, de leur association au MRC. Oui. Mais nous ne connaissons pas leur identité exacte. Ça ne veut pas dire que le MRC est exempt de tout reproche. Je crois que ça dit exactement la même chose. Non, je voulais tout simplement clarifier le professeur en lui disant que ceux qui nous écoutent savent lire. Ceux qui nous écoutent savent écouter des vidéos. Ceux qui nous écoutent ont entendu des Camerounais qui se détachaient du MRC revendiquer ces manifestations-là. Ils ont clairement dit qu'ils ne sont pas du MRC. Ils ont clairement dit leur distance qu'ils ont vis-à-vis du professeur Kamto. Mais vous, c'était Mordicus, malgré des personnes qui ont revendiqué par des vidéos qui existent et qui sont à la position de M. Sadi. Je dis bien qu'ils ont revendiqué et se sont désolidarisés du MRC. Et c'est eux qui ont pris sur eux la responsabilité. On ne peut donc pas, dans le même temps, attends, je termine, professeur. On ne peut pas dans le même temps avoir des personnes qui pénètrent des ambassades, ils produisent du désordre, revendiquer cet acte-là et dire que non, c'est pas ceux qui réclament, c'est plutôt le MRC. C'est minimum quelque chose qui se rapproche de la mauvaise foi. Dire une chose et sans non, pas du tout. Oui. Le directeur de campagne de Maurice Kamto, sur les antennes des télévisions camerounaises, a bien dit que dans une réunion ici à Yaoundé, ils avaient prévu d'envahir les ambassades du Cameroun en Europe et ils avaient prévu de faire partir les ambassadeurs du Cameroun en Europe et ils attendaient que Maurice Kamto leur donne des instructions précises quant à la nomination des chefs paramilitaires qui devaient exécuter ces instructions. D'autre part, il y a des militants du MRC qui communiquaient par téléphone avec Maurice Kamto. Il y a des preuves irréfutables et qui lui disaient: nous sommes en train de partir de telle partie de Paris, nous nous dirigeons vers l'ambassade, voici ce que nous allons dire, nous allons faire à l'ambassade. Il y a des preuves. Et le MRC le sait très bien. Et quand il y a des preuves... Et lorsque ces militants, je vous en prie, ont mis à sac les ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin, les vidéos sont là pour le prouver. Les vidéos disaient, on ne veut plus de la photo de Paul Biya ici. La photo que nous exigeons maintenant, c'est la photo de Maurice Kamto. Mais ça, c'est autre chose. Bon, alors, ça veut dire que, au bas mot, ce sont les sympathisants de Maurice Kamto, ou tout au moins, ce sont les militants du MRC. Ok, on va permettre à Joseph Léangola de dire, est-ce que le discours du ministre Sadi entre février à la radio et sa sortie d'hier, s'agissant des saccages dans les ambassades, est-ce que ça évolue? C'est la même chose? Je pense personnellement qu'il y a une constance dans la position gouvernementale qui consiste notamment à attribuer au MRC la responsabilité sur les attaques les saccages des ambassades qu'on a observé notamment à Paris, mais aussi du côté de l'Allemagne. Oui. Seulement,
chacun de nous a été témoin de cette actualité. On a vu effectivement des Camerounais se réclamant d'un mouvement informel qui s'appelle la Brigade Anti-Sardina, mais qui revendique une sympathie pour Maurice Kamto, mais pas une appartenance au MRC. Donc il y a effectivement cette nuance-là qu'il faut clarifier, qui ont revendiqué bien entendu la responsabilité de toutes les attaques perpétrées dans les ambassades camerounaises. Mais pour moi, en fait, le problème ne s'oppose pas là. Je pense que les questions fondamentales qu'on doit se poser, c'est de savoir est-ce que la réaction de l'Union européenne est fondée, est-ce que l'Union européenne est fondée à avancer les injonctions vis-à-vis du Cameroun, est-ce que le Cameroun a réagi de façon efficace à cette riposte de l'Union européenne, et aussi est-ce que les allégations qui sont avancées sont fondées aussi. Et donc par rapport à la question de l'efficacité de la réaction du Cameroun, je voudrais qu'on inscrive cette réaction du Cameroun notamment dans une stratégie plus globale, parce que ce qu'il faut remarquer ici, c'est que la réplique du gouvernement camerounais s'inscrit notamment dans une stratégie de riposte élaborée par le gouvernement, notamment pour juguler la pression internationale qui s'exerce de plus en plus sur le Cameroun. Et donc, dans un contexte où il y a une menace croissante, ou des risques croissants d'isolement diplomatique du Cameroun et de sanctions vis-à-vis du Cameroun, mais aussi vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs clés du régime, le gouvernement a décidé d'élaborer un plan de riposte qui s'articule, à mon avis, sur 5 points. Le premier point consiste déjà à apporter des démentis aux allégations de violation des droits de l'homme et d'entrave au processus démocratique. C'est la raison pour laquelle vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a une réaction des institutions internationales vis-à-vis du Cameroun, le ministre va s'atteler à organiser des conférences de presse pour rappeler que tous les éléments évoqués par les organismes dans les rapports et tout sont des contre-vérités qui ne correspondent pas à la réalité au Cameroun. La deuxième articulation de cette stratégie consiste notamment à justifier l'approche sécuritaire du Cameroun, aussi bien dans la gestion de la crise anglophone à travers le renforcement du dispositif sécuritaire qui a aussi quelque part contribué à l'enlisement du conflit dans les régions anglophones, mais justifier également les mesures préventives et je dirais restrictives prises à l'encontre des acteurs politiques qui aujourd'hui croupissent dans les prisons centrales, notamment de Yaoundé. Donc la troisième articulation de la stratégie gouvernementale consiste notamment à promouvoir les initiatives que le gouvernement a mises en œuvre, allant dans le sens notamment de l'apaisement des tensions dans les régions anglophones, mais aussi dans le soulagement des souffrances des populations à travers les plans d'assistance humanitaire. On a vu récemment un document, notamment au niveau de la représentation, la mission permanente du Cameroun aux Nations Unies, un document qui relate l'ensemble des dispositions, aussi bien politiques que corporatistes, adoptées par le gouvernement pour apaiser les tensions et atténuer le climat. Le ministre qui a rappelé le climat politique, effectivement, il a rappelé. Puis la quatrième articulation du plan de riposte du gouvernement camerounais consiste notamment à mobiliser une rhétorique particulièrement étrange, c'est-à-dire, vous verrez le champ sémantique qui est mobilisé par le gouvernement, on parle de patrie, on parle de patriotisme, on parle de souveraineté, on parle d'ingérence, on parle, etc. C'est des concepts, c'est un champ lexical en réalité qui réveille les passions nationalistes et crée naturellement, effectivement, des réactions de solidarité vis-à-vis du gouvernement pour consolider l'union sacrée, afin notamment de s'opposer aux pressions qui peuvent s'exercer par l'Occident. Et puis la cinquième articulation et la dernière, et pas des moindres, c'est, vous allez constater que ces derniers temps, il y a un axe qui s'est renforcé, ou bien du moins il y a des axes qui sont renforcés. Il y a l'axe Yaoundé-Pékin qui s'est renforcé, il y a l'axe Yaoundé-Moscou qui s'est renforcé. Je rappelle que la Russie et la Chine sont des acteurs clés, des membres permanents du Conseil de sécurité, des alliés de poids du Cameroun dans les arènes onusiennes et qui peuvent notamment saboter les projets de mise en agenda de la question camerounaise au niveau du Conseil de sécurité et qui peuvent aussi saboter les projets de résolution qui peuvent être adoptés par le Cameroun pour renforcer le régime de sanctions afin de contraindre le pouvoir. Avant d'arriver aux Nations Unies, Joseph Liangoula, comment comprendre l'attitude de Paris? On n'entend pas trop Paris. Paris aurait peut-être décidé de laisser l'Union européenne faire le travail. Vous voyez qu'il y a très peu de réactions isolées de la part de la Belgique, de l'Allemagne, de la France, de la Suisse, qui sont des partenaires traditionnels du Cameroun. Ils agissent, pas la Suisse peut-être, mais les autres acteurs agissent effectivement à travers les instances du Parlement européen, qui, je rappelle, sont une constellation d'institutions. On a la Commission européenne, mais on a aussi le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, qui tous visiblement partagent aujourd'hui les mêmes vues sur le Cameroun et sont prêts à passer en force, notamment pour contraindre le régime à adopter des solutions à la situation critique du pays. Professeur Raymond Bilois, le ministre Sadi a dit hier, il dit que cette résolution du Parlement européen, il y a un ensemble d'injonctions assorties de chantage dirigé. Oui, le chantage, il y a du chantage dans cette résolution. Mais oui, puisque la résolution dit clairement, à la fin de son document, qu'elle invite le Conseil européen à s'assurer que
l'aide économique au Cameroun ne sera pas de nature à violer les droits de l'homme, ne sera pas de nature à violer les droits de l'homme, ne sera pas de nature à réprimer les Camerounais, etc. Et donc, c'est une menace à peine voilée. C'est-à-dire, c'est une façon de dire au Cameroun, eh bien, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit de faire, eh bien, nous allons revoir les accords économiques que nous avons avec vous, etc. Mais c'est une menace qui n'a pas lieu d'être. Parce que le Cameroun fait... Mais est-ce qu'ils ne viennent pas un peu tard? Ça fait quand même 2 ans et demi que le conflit armé dure. Oui, 2 ans. Oui, le conflit armé dure. Oui, bientôt 2 ans que le conflit armé dure. Cette résolution n'est pas équilibrée. Oui. Parce que les exactions sont commises contre les forces de défense du Cameroun. Oui. Les exactions sont commises contre les citoyens camerounais. L'État du Cameroun est sur la défensive. Avant 2016, l'État du Cameroun n'était pas là à la poursuite des groupes armés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et donc, c'est l'État du Cameroun qui est la victime d'agressions des groupes armés qui sont basés au nord-ouest et au sud-ouest. Et l'État du Cameroun est là pour défendre l'intégrité territoriale du Cameroun, défendre les biens et les propriétés des Camerounais, s'assurer que le bien-être des Camerounais est garanti. Mais la résolution du Parlement européen n'en fait pas grand cas. Même quand l'État du Cameroun a pris une batterie de mesures pour alléger les souffrances des populations, on a mis en place le plan humanitaire d'urgence. Même quand l'État du Cameroun a pris des mesures pour faciliter le dialogue, et on a bien mis en place cette commission nationale chargée du bilinguisme et du multiculturalisme. On a bien mis en place ce comité national de démobilisation, de désarmement et de réintégration qui vise à réintégrer ceux qui étaient dans le groupe Boko Haram, le groupe terroriste Boko Haram, et ceux des groupes armés du nord-ouest et du sud-ouest. Le chef de l'État, dans une adresse à la nation, leur a pratiquement promis l'armistice. Et leur a dit, vous revenez, on va vous réintégrer à l'intérieur de la société et vous allez contribuer à bâtir le Cameroun comme le reste des Camerounais. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre à un État? Mais le président aussi dit dans un discours que s'il ne dépose pas les armes, il va donner l'ordre pour qu'ils soient neutralisés. Mais c'est normal. L'État a la force légale. À partir du moment où vous décidez... Serge, on n'a pas fait peur. Non, Serge, à partir du moment où vous violez les lois de la République, à partir du moment où vous vous attaquez aux forces de dépense de la République, à partir du moment où vous menacez l'intégrité territoriale de la République, eh bien l'État a l'obligation d'user de la force légale pour remettre les points sur les i. Donc vous ne pouvez pas reprocher au président Paul Biya de leur dire, eh bien écoutez, si vous ne saisissez pas la main que je vous tends, si vous ne prêtez pas l'oreille à l'armistice que je vous garantis, je serai dans l'obligation d'utiliser la force légale. Et c'est normal. Et il n'y a aucun pays au monde qui tolérerait que ses citoyens décident un jour de partitionner le pays. Vous avez vu ce qui s'est passé en Espagne. Les États-Unis ont connu la guerre de sécession. Et donc, ce que les gens racontent là aujourd'hui, faire comme si l'État au Cameroun allait permettre que les anglophones se lèvent un bon matin, pas tous les anglophones, certains anglophones se lèvent un bon matin et décident de saucissonner et de partitionner le Cameroun. Ce n'est acceptable nulle part et ce ne sera pas acceptable au Cameroun. Ok. Docteur Ko, l'Union européenne, à travers son Parlement, agit parce qu'elle a pris le temps d'observer, à partir d'un certain nombre d'éléments. 3 années de conflit. Absolument, vous faites bien de le remarquer justement. On aurait matière à faire des reproches fondés
au Parlement européen si 2 semaines après le début de la crise anglophone, ils avaient pris cette résolution. Oui. Mais vous dites très bien que nous sommes à la 3e année de la crise. Oui. Donc, le régime de M. Biya a eu tout le temps nécessaire pour implémenter des solutions s'ils en avaient. Et l'on voit, tout le monde voit qu'ils sont inaptes à résoudre ce problème depuis le début de la crise. Et ce, déjà depuis décembre 2016, le MS avait lancé un appel pour que les revendications qui alors étaient corporatives soient résolues par le dialogue. Le monde entier l'a dit. Les partis politiques l'ont dit, l'opposition l'ont dit, la société civile l'a dit, les partenaires du Cameroun l'ont dit, l'ONU l'a dit, les États-Unis l'ont dit, l'Union africaine l'a dit. Je crois qu'il y a quand même eu un début de dialogue. Il y a eu dialogue jusqu'à ce que absolument, le consortium soit. Je vous montre donc comment ça. Les leaders soient envoyés. Je vous montre le fait que dans l'ADN de ce régime-là, il n'y a pas une prédisposition au dialogue. Chaque fois qu'il y a eu des initiatives, elles ont toujours échoué. Vous parlez du consortium justement. Comment peut-on débuter des pourparlers avec des personnes dont les revendications, il faut toujours le dire, s'inscrivaient dans la République, c'était des revendications républicaines, corporatistes, voilà, donc qui ne remettaient en rien, qui ne remettaient pas en cause l'État du Cameroun, pas du tout. Voilà donc des gens qui, alors au lieu de discuter pour avoir au moins des interlocuteurs, vous les prenez du jour au lendemain, vous les jetez en prison. Il y a eu l'initiative de Monseigneur Christian Toumi, qui a appelé à 2 reprises déjà pour organiser la All Anglophone Conference, mais à chaque fois, on lui a demandé de repousser ça plus tard. 2 fois, ça a été interdit. Il y a le professeur Kamto, il y a quelques semaines, a demandé à rencontrer M. Biya pour parler de l'avenir du pays. La proposition est restée d'être morte. Voilà un homme qui, face aux appels de tous bords au dialogue, reste martial, reste guerrier. Et vous faites bien tout à l'heure de rappeler son discours du 6 novembre, où il va parler de neutralisation des Camerounais. Et j'aimerais rappeler à ceux qui nous écoutent que parler de neutraliser dans le jargon militaire, c'est tuer des personnes. Il s'agit de tuer, d'ôter la vie, de donner l'ordre pour que des personnes soient tuées. Donc lorsque quelqu'un est autant prédisposé à s'aimer la mort, à donner la mort à ses concitoyens, on se demande si vraiment il est apte à pouvoir résoudre ces crises-là. Donc quand l'Union européenne fait sa résolution, adopte sa résolution, elle est dans son bon droit. Le Cameroun, nous ne vivons pas dans un îlot clos. Nous sommes un membre de la société internationale. Nous sommes liés à cette société-là par des traités, par des accords qui peuvent obliger des partenaires institutionnels, lorsque la situation l'exige, à rappeler au Cameroun de respecter les droits humains. Lorsque nous violons la loi nationale, c'est pas l'Union européenne qui demande de violer les lois nationales. Lorsque, je ne prends qu'un exemple, en ce qui nous concerne au MRC, lorsque des personnes sont arrêtées sur la base d'un mandat de perquisition, est-ce que c'est l'Union européenne qui demande de faire ça? Est-ce que ce n'est pas là une violation du droit interne camerounais? Lorsque des personnes sont arrêtées à Bafoussam, sont mises en garde à vue par le préfet du Fundi pour finalement être séquestrées à soi, est-ce que c'est l'Union européenne qui demande de faire ça? Nous violons délibérément nos lois et nous sommes surpris que les personnes demandent de respecter les droits de l'homme. Donc, l'Union européenne est dans son rôle et je suis d'ailleurs surpris, moi, un peu comme ce que le frère disait tout à l'heure, je suis surpris par la mise en musique de tout de toute cette machine-là. Vous avez le président du Sénat, vous avez le président, je veux dire, le ministre, oui, M. Mbelambela, vous avez M. Sadi. Une mise en musique, on a l'impression que l'Union européenne vient de soigner le bloc Cameroun. Non, l'Union européenne a pris une résolution. Si les gens estiment qu'ils sont dans un État souverain, ils n'ont qu'à ne pas faire cas. On a vu l'Union africaine prendre position, on n'a pas vu ce branle-bas. Donc si on est souverain, on garde sa tranquillité, on ne répond pas de manière aussi orchestrée. On a l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une certaine fébrilité dans l'air qui ne se justifie pas si on est vraiment souverain. Et j'aimerais dire que l'Union européenne, et je finis par là, non seulement est dans son droit, mais si le Cameroun estime que ce que l'Union européenne n'est pas fondé, il n'a pas à répondre sur un papier de 19 pages. Voilà. Joseph Liangoula, l'Union européenne est un partenaire du Cameroun, est dans son droit, non? Effectivement, l'Union européenne est dans son droit et on l'oublie souvent trop. Je vois le gouvernement justement mobiliser des rhétoriques sur l'ingérence, le nationalisme, etc., en dénonçant notamment l'avis de l'Union européenne sur la situation politique au Cameroun. C'est quand même méconnaître un certain nombre d'accords qui ont été passés entre l'Union européenne et le Cameroun. Je rappelle une chose dans un premier temps, c'est que le Parlement européen, qui est à l'origine notamment de la résolution, a très clairement une approbation préalable à donner à l'ensemble des accords qui sont passés entre l'Union européenne et les pays tiers. Et le Parlement européen, dans ses textes fondateurs, se dit régulièrement investi d'une mission de gardienne de l'ordre démocratique, des droits de l'homme et des libertés. Et ce Parlement européen veille à ce que
l'ensemble des accords commerciaux qui sont passés entre l'Union européenne et les pays tiers puissent respecter et protéger ces principes dont ils prétendent être les gardiens. Or, en parlant effectivement d'accords commerciaux, il se trouve que en 2000, il y a eu des accords de Cotonou qui ont été notamment signés entre le Cameroun, qui était dans la délégation des pays d'Afrique, du Caraïbe et du Pacifique, et l'Union européenne. Et l'article 1, l'article 9 des accords de Cotonou prévoit bien entendu que l'Union européenne a un droit de regard sur l'évolution de la situation politique au Cameroun, parce que cet article conditionne l'aide de l'Union européenne aux pays ACP, dont le Cameroun, à un certain nombre de réformes démocratiques et au respect des principes de la bonne gouvernance, c'est-à-dire la transparence, l'état de droit, les droits de l'homme et l'élection démocratique des dirigeants. Et l'Union européenne, justement, conditionne son aide à cela, et le Cameroun a librement ratifié cette convention. Le Cameroun a librement décidé, comme pour toutes les autres conventions internationales, pour tous les autres instruments internationaux qui lient le Cameroun sur la question des droits de l'homme, à savoir le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la déclaration universelle des droits de l'homme, la convention de New York, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, toutes ces conventions ont été librement signées par le Cameroun, ce qui fait en sorte qu'il a le devoir d'être comptable. Elle ouvre une brèche, en tout cas, à ces institutions de s'imposer, de dire leur mot sur l'évolution de la situation politique au Cameroun. Et je voudrais, à propos, rappeler ceci. L'ensemble de ces instruments internationaux ont été mis en place pour conditionner l'insertion d'un certain nombre d'États dans le circuit et dans la communauté internationale. Parce que la communauté internationale, en réalité, c'est une constellation d'États qui ont décidé de poursuivre des destins communs en adossant effectivement cette union sur un socle de valeurs. Le Cameroun n'est pas seulement soumis à des obligations en appartenant à ces institutions internationales, il joue également de beaucoup de privilèges. Il y a une assistance au développement que l'Union européenne et les instances onusiennes apportent, l'assistance technique, l'assistance humanitaire lorsqu'il y a des catastrophes ou des crises qui éclatent dans le pays. Donc il y a une contrepartie à ces obligations que le Cameroun doit respecter. Mais pour l'instant, effectivement, ces instances internationales ont le sentiment que le Cameroun ne respecte pas ces obligations, mais eux, en retour, ils sont présents, ils sont là dans les projets de développement, ils accordent une certaine perfusion financière à l'État du Cameroun à travers les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le FMI et la Banque mondiale. Donc, il y a une prestation de la communauté internationale, mais en retour, le Cameroun ne respecte pas la contrepartie qui fait de lui un acteur en part entière du système international. Professeur Bilois, lorsque le ministre Sadi dit que le gouvernement camerounais n'est pas fermé aux suggestions constructives, d'où qu'elles viennent, est-ce que ce que propose le Parlement européen n'est pas constructif pour le Cameroun? Mais écoutez, si le Parlement européen avait envoyé des députés en mission au Cameroun, voir ce qui se passe sur le terrain au Cameroun, et à ce moment-là, leur résolution... Le président Niat et le président Cavaillé ont demandé ça. Oui, c'est ça. Leur résolution aurait eu quelques crédits. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas exactes dans la résolution du Parlement européen. Je voudrais revenir à ce que disait Apollinaire Ako du MRC. En 2016, ces problèmes ont commencé par des revendications corporatistes. Oui. Les enseignants et les avocats. Et le gouvernement du Cameroun a apporté des réponses à ces revendications corporatives. À quel moment, professeur? Tout au début de la crise. Après avoir trimballé les avocats dans les... Tout au début de la crise. N'allons pas dans les détails, le diable est dans les détails. Oui. Tout au début de la crise, le gouvernement a apporté des réponses adéquates et appropriées aux revendications. N'est-ce pas? Oui. On a augmenté le nombre d'enseignants anglophones, on a recruté les enseignants anglophones, on a traduit les textes au radar, on a ouvert un département de common law à l'ENAM, on a ouvert de common law bench à la Cour suprême. On a apporté des réponses à ces problèmes. Subitement, les revendications corporatistes se sont muées en revendications politiques. Il a parlé du consortium. Oui. J'ai des collègues qui rencontraient périodiquement les membres du consortium. Et à un moment, les membres du consortium leur ont dit le fédéralisme ou rien. Le fédéralisme ou rien. C'est à ce moment-là que les négociations se sont arrêtées. Et non seulement ils ont dit le fédéralisme ou rien, ils ont commencé à lancer des appels à la désobéissance civile. Les villes mortes par-ci, les villes mortes par-là. On a commencé à brûler les propriétés des Camerounais.
de lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Et la tension monte d'un cran sur Equinox Télévision pour Cadence Matinale. Un seul objectif pour la bande de Lève-Tôt, vous permettre de commencer la journée dans la bonne humeur, loin du stress. Cadence matinale, c'est le passage obligatoire qui ouvre les portes d'une journée à la fois sereine et dynamique. Prenez votre bouffée d'oxygène tous les matins. Sur Equinox Télévision, ce matin, nous voulons vous dire merci davantage de nous permettre de rentrer encore dans vos différents domiciles pour partager avec vous ces moments de télévision. Dans ce pays, c'est incroyable de savoir qu'une femme utilise des feuilles de patate pour ses menstrues. En plein 21e siècle, où est-ce qu'on se trouve? Si les sécessionnistes eux-mêmes demandent un dialogue, est-ce qu'il n'y aura pas de dialogue? 437 000 déplacés, c'est trop. Vous n'avez pas tiré les coups de feu en l'air, vous n'avez pas lancé les gaz lacrymogènes, toute chose qui peut être préjudiciable pour la santé des populations environnantes. Vous ne pouvez pas mettre de l'argent dans un compte bancaire parce qu'il y a, on va vous demander quelle est l'origine des fonds. Parce que chaque mot, chaque phrase montre à suffisance que le gouvernement camerounais n'a pas pu leur cacher quoi que ce soit. Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. 10-12 le Zénith. Du lundi au vendredi, l'émission qui vous plonge dans la vie quotidienne des Camerounais. Comment comprendre que l'obtention des pièces officielles importante soit compliquée dans ce pays? Je ne comprends pas pourquoi à 35 ans, un monsieur qui travaille depuis et qui peut bien prendre soin de sa femme, de ses enfants, décide de rester dans la maison familiale, qui plus est parce qu'il veut garder de l'argent pour aller louer. Le travail de l'autre, c'est parce que le matin, il faut aller au marché. Tu vas tourner dans tout le marché. Quand tu vas coucher la journée, on va te dire, madame, c'est 3 tomates à 200 francs. 10-12 le Zénith, c'est le décryptage sans concession des faits et événements qui font et ou défont la République. La santé et l'éducation ne sont pas là pour donner de l'argent à l'État. Non, le peuple demande des belligérants. Non, le peuple demande un dialogue inclusif. Mais ce n'est que ça que le gouvernement prend. Le dialogue. On leur a demandé de laisser les armes et de revenir dans la société. Ce que le président de qui leur a offert une sorte de... Vous voyez, on oublie tout ce que vous avez fait, vous revenez, on vous réintègre dans notre société. Quelle preuve de bonne volonté veut-on encore? Quand le président de la République vous dit, laissez les armes, revenez, on va vous intégrer dans la société. Mais leur position c'est sécession ou non, ou rien. S'il n'y a pas de sécession, on continue la guerre. Vous globalisez là, c'est tout. Oui, c'est ça, c'est en fait ça. C'est en fait ça. Du nord-ouest et du sud-ouest. Non. Voilà encore une des choses qui est dite dans la résolution européenne, qui est totalement fausse. À savoir que il y a un conflit entre les francophones et les anglophones. Oui. Au Cameroun, la cohabitation, la coexistence entre les francophones et les anglophones est pacifique. Il n'y a aucun problème entre les francophones et les anglophones. Permettez, professeur. Le problème de l'État du Cameroun, c'est avec un groupuscule de gens qui veulent prendre le pouvoir et qui pensent qu'en divisant le Cameroun, ils vont gérer cette partie du Cameroun. Ok, on vous a compris. Joseph Liangoula, vous voulez réagir? Je voudrais réagir au propos du professeur en rappelant deux choses. Oui. La première, c'est que l'Union européenne, jusqu'ici, n'a pas pris fait et cause pour les séparatistes, encore moins pour les terroristes de Boko Haram dans l'extrême nord. Oui. Ils ont pris fait et cause pour les populations civiles, qui d'après leur avis, notamment sont victimes et de la répression sécuritaire liée à l'usage disproportionné de la force dans le cadre de la lutte contre le séparatisme, qui est un combat légitime qu'il faut effectivement soutenir. Et ils ont également dénoncé les atteintes aux droits
liberté publique orientée contre les activistes politiques et les leaders politiques qui aujourd'hui sont nombreux à accroupir dans les prisons, que ce soit des leaders issus des régions anglophones et des leaders issus de la partie francophone qui ont porté des revendications politiques légitimes sans jamais appeler à la violence. Donc le discours et le soutien de l'Union européenne est orienté vers ces acteurs-là. Je rappelle, on demande aujourd'hui à l'Union européenne de prendre des sanctions et d'adopter des résolutions contre les séparatistes. Mais est-ce que les séparatistes sont des acteurs légitimes du système international? Est-ce que les séparatistes ont signé une convention internationale, quel qu'en soit l'ensemble des instruments internationaux, les séparatistes ne les ont jamais ratifiés? Les interlocuteurs légitimes de la scène internationale, c'est les États. Et l'État du Cameroun en est un. C'est lui qui fait partie effectivement des États qui ont signé un certain nombre de conventions. Il fait partie des États membres du système onusien. Et c'est à lui que les acteurs, les partenaires habituels s'adressent, en sachant bien entendu que si l'État manifeste une volonté d'adopter un train de mesures qui ira effectivement dans le sens de l'apaisement et de la résolution pacifique de ces différentes crises, la communauté internationale agira à côté de l'État du Cameroun pour isoler ces éléments séparatistes. Par exemple, perturber les réseaux de soutien internationaux des séparatistes qui sont, par exemple, localisés aux États-Unis, en France, etc. Mais pour le moment, il s'étonne justement qu'ils ne ressentent pas une volonté dans la démarche camerounaise d'évoluer dans ce sens-là. Ok, madame, monsieur, on vous retrouve dans un instant pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Toujours en direct de Yaoundé, on va donc prendre la direction de Douala. On va retrouver Cédric Noufélé pour l'édition du 20h. Tout de suite. Retour sur le plateau Equinox Soir. Nous sommes à Yaoundé pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie du docteur Apollinaire Oko, Joseph Liangoula et du professeur Edmond Bilois. Professeur Edmond Bilois, on a vu, hein, on va continuer. Après le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le ministre des Relations extérieures, le ministre de la Communication, Paul Biya aussi, le président de la République, est dans la danse. C'est toujours pour la résolution? Ben lui n'a pas parlé. Pourquoi ça fait bouger le pays comme ça? Il n'a pas parlé spécifiquement de la résolution. Mais son tweet arrive. Il est resté sur les grands principes. Oui. Les Camerounais doivent travailler, les Camerounais doivent être solidaires, ils doivent se mobiliser pour défendre le Cameroun, défendre la patrie. Et c'est ça qu'on attend d'un chef de l'État qui n'entre pas dans la mêlée, qui reste au-dessus de la mêlée, et qu'il essaie de mobiliser tout le peuple autour de lui. Donc, ça ne me surprend pas. Ok. Joseph Liangoula, deux extraits des discours, anciens discours du président de la République. Par rapport au timing, même comme le professeur Bilois ne semble pas faire le rapprochement avec la résolution. Et bien dans le timing, les tweets ou les déclarations sur Facebook postent directement les résolutions du Parlement européen et les concepts, encore je reviens une fois de plus là-dessus, qui sont mobilisés sont ceux de la patrie. Dans les deux tweets, il y a effectivement ce concept de patrie. Et bien lorsqu'on entre dans l'étymologie de ce mot patrie, en anglais très souvent traduit patrie par Fadalam, la terre de nos aïeux. Donc ici, on a le sentiment que le président de la République appelle les citoyens camerounais à un véritable sursaut patriotique, c'est-à-dire en d'autres termes, à une véritable mobilisation des Camerounais pour ériger de remparts solides vis-à-vis de tous ceux qui veulent d'une manière ou d'une autre violer cette terre, s'immiscer dans les affaires intérieures du Cameroun. C'est en substance, lorsqu'on additionne et le contexte et les thèmes qui ont été mobilisés par le président de la République, c'est en substance ce à quoi ça renvoie. Donc ici, le président de la République est clairement aussi en train de valider, mais en très peu de mots, l'idée qui avait déjà été présentée par le ministre de la Communication qui percevait les injonctions de l'Union européenne, des États-Unis, mais du Parlement européen aussi, comme étant des manœuvres d'ingérence ou de déstabilisation du Cameroun, et il appelle à ce véritable sursaut patriotique des citoyens camerounais. Mais à côté de ces tweets, qu'est-ce qu'il rappelle? Il dit qu'il faudrait effectivement œuvrer pour ne pas faire du Cameroun une simple juxtaposition des identités ethniques, religieuses, culturelles, mais travailler vraiment à faire communauté. Et donc on a besoin très souvent d'entendre ces paroles de la part du chef de l'État, mais on a également besoin que ces paroles se traduisent dans les actes.
Parce que la politique n'a de sens, ou du moins les directives politiques n'ont de sens que si et seulement si le sommet en donne l'exemple. Et l'exemple ici devait venir du chef de l'État et du gouvernement à travers les gestes qu'ils multiplient au quotidien pour montrer aux Camerounais qu'ils font véritablement communauté. Lorsque on a assisté à une déferlante de propos haineux sur Internet qui stigmatisait un certain nombre de communiqués, jamais le président de la République n'a tweeté à propos. Pourtant, c'était des atteintes graves à l'unité nationale, c'était des menaces portées contre une communauté, c'était clairement des fatwas prononcés contre certaines communautés qui menaçaient clairement la cohésion nationale. Mais le président de la République n'a pas du tout évoqué cela. Donc, s'il faut analyser ce tweet, on considère qu'il est clairement en décalage avec l'actualité de cette période-là, qui demandait effectivement qu'il y ait des paroles fortes de la part du gouvernement. Et puis autrement, l'unité nationale, le sentiment d'appartenir à une véritable patrie, la cohésion nationale, elle ne se décrète pas, elle ne s'impose pas à travers les paroles ou à travers les intentions qu'on exprime. Elle se traduit quotidiennement dans ce qu'on fait en termes de politique sociale, en termes d'investissements sociaux. Est-ce qu'il y a un partage équitable des richesses qui prennent en compte toutes les composantes de la société, y compris ceux qui sont traditionnellement exclus, comme les jeunes et les femmes? Est-ce qu'il y a un partage équitable des richesses à l'échelle nationale, que tous les territoires en bénéficient de façon équitable, de manière à ce qu'une communauté, dans son territoire, dans sa parcelle, dans sa province, dans sa région, dans son arrondissement, ne se sente pas exclue du patrimoine national? Est-ce qu'il y a vraiment une véritable volonté de la part des pouvoirs publics d'agir dans l'intérêt général et non pour les bénéfices d'une minorité, d'une oligarchie? On n'a pas ce sentiment lorsqu'on examine l'action gouvernementale. Et c'est pourquoi on demande au président de la République, oui, c'est bien d'aller dans ces mots, oui, c'est bien de dire, d'appeler au patriotisme des Camerounais, mais ce serait aussi bien d'appeler son gouvernement à agir pour mieux repartir les richesses, pour davantage consolider l'intégration nationale et condamner sans réserve toutes les formes de dérives tribales qui s'expriment sur Internet ou sur la scène politique. Justement, Dr Oko, je vous ai vu acquiescer lorsque Joseph Liangoula parlait de cette période-là où on a vu l'exacerbation, la montée du tribalisme. Le président n'a pas réagi. Effectivement, Joseph Lia fait bien de le rappeler et justement permet de mettre en relief cette réaction opportuniste, circonstanciée, sélective, alors que nous sommes passés à côté, nous avons vécu même d'ailleurs une fièvre identitaire instrumentalisée. C'est terminé, selon vous? Je ne pense pas, je parle de fièvre. Ça veut dire qu'en fait, ça a été un symptôme aigu qui s'est manifesté. Donc ça veut dire que le président peut toujours faire une autre sortie pour... Oui, mais nous regrettons déjà, comme le chef l'a dit, que quand il fallait le faire, lorsque le moment était le plus opportun, il soit abstenu. Nous regrettons aussi que certains de ses collaborateurs, l'un de ses ministres, soit venu sur la télévision nationale dans une émission qui n'était pas en direct, c'est-à-dire qui a été enregistrée, réécoutée, je suppose, et validée, venir menacer une communauté nationale de génocide dans sa totalité. C'est son gouvernement qui a fait ça. Il n'a jamais pris acte de cela, il n'a jamais posé un acte qui donnait l'impression qu'il s'en désolidarisait. Et jusqu'au moment où nous parlons, ce ministre-là jouit de l'entière confiance de Paul Biya. Donc pour moi, c'est de l'opportunisme. Des personnes qui n'ont pas fait œuvre de patriotisme ne peuvent pas, subitement, parce que le Parlement européen a adopté une résolution, devenir des chantres spontanés, n'est-ce pas, du patriotisme. Monsieur Biya, pour le passe auquel ils sont en Europe, il faut peut-être le rappeler, ce n'est pas ça un acte de patriotisme. Lorsque quelqu'un est habitué à aller à l'hôtel intercontinental, passer en villégiature pendant des mois, il est très mal placé et peut-être même la dernière personne à pouvoir parler de patriotisme et de travail pour la patrie. Donc je pense que c'est une sortie tout simplement opportuniste qui cache mal, à mon avis, la fébrilité de Yaoundé. Et c'est pour ça que je m'interrogeais au départ. Voilà un régime qui se dit souverain. Mais vous n'avez pas affaire qu'à à ce point avec la tirée des ministres, les parlementaires et même monsieur Biya en personne, fait qu'à ce point d'une résolution. Donc vous pouvez vous passer si vous estimez être véritablement souverain dans les faits. Donc je pense que le peuple camerounais aujourd'hui n'est pas dupe. Le peuple camerounais sait surtout la vérité. Le peuple camerounais sait que le peuple camerounais n'a pas attendu l'Union européenne, le Parlement de l'Union européenne, pour dénoncer, le MRC en particulier, pour dénoncer les atteintes graves à la fois aux droits de l'homme, aux droits de la défense, les arrestations illégales, les procédures complètement illégales, les meurtres, parce que ça il faut le dire, les massacres dans l'ouest et le sud-ouest. Tout à l'heure j'entendais le représentant du RDPC présenter l'armée comme étant vraiment une victime. Mais je voudrais dire que l'armée camerounaise, c'est le peuple camerounais. Ne faites jamais cette scission-là. Lorsque
un élément de la police, de la gendarmerie ou de l'armée tombe, je vous rappelle que c'est un élément du peuple camerounais qui tombe. C'est le frère d'un Camerounais, c'est le petit frère d'un Camerounais, c'est l'oncle, c'est le neveu, c'est le beau-frère, c'est le beau-fils. C'est le peuple camerounais qui est endeuillé chaque fois qu'un élément des forces de défense tombe. Chaque fois qu'un compatriote du nord ou du sud-est tombe, c'est également le peuple camerounais. Chaque fois même que les rebelles tombent, c'est également des fils du Cameroun. Donc cette indignation sélective-là, le peuple camerounais la connaît, et ce n'est pas parce que l'Union européenne, à travers son Parlement, a émis une résolution, a adopté une résolution, et que nous voyons le branle-bas, n'est-ce pas, opportuniste se mettre en place. C'est pas ça qui va dévier la trajectoire, parce que le peuple camerounais sait désormais que, avec ce régime, avec M. Biya illégitime, ses droits fondamentaux, les plus fondamentaux, sont bafoués, et il entend défendre cela. C'est pour ça que nous, au MRC, ça je le dis encore, nous sommes engagés jusqu'au moment où je vous parle, et cela va continuer, dans le plan national de résistance, qui a été amorcé, qui se poursuit, et qui va se poursuivre avec plus de vigueur, parce que la renaissance camerounaise passe, n'est-ce pas, avec les leaders en prison. Vous savez, le leadership, il y a plusieurs manières de construire le leadership. Ailleurs, dès que le leader est mis aux arrêts ou alors est détenu quelque part, l'on pense que ça s'arrête. Non. Le MRC est un souffle qui traverse le peuple camerounais. Mais observez la scène. Est-ce que depuis que le président Kamto a été arrêté, que les autres alliés ont été arrêtés, est-ce qu'il n'y a pas de relâchement? Au contraire, nous voyons une vague de solidarité à leur endroit, à l'endroit des camarades qui sont à la prison centrale. Nous voyons se mettre en branle un certain nombre d'actions, n'est-ce pas, qui montrent que le MRC, au-delà de la personne de Maurice Kamto, est une force transversale qui traverse le pays, et on l'a vu pendant la campagne présidentielle. On a vu le président Kamto faire le tour du pays, et je peux vous garantir, je peux vous dire que le plan national de résistance qui a été initié par le président Kamto, président élu, se poursuivra avec plus de vigueur. Ok. Professeur Bilois. Oui, écoutez, tout le monde, on a parlé tout le monde sait que le président Paul Biya, ses credos, depuis qu'il a accédé à la magistrature suprême, sont unité et intégration nationale. Et il s'est toujours élevé contre les stigmatisations, les divisions, les tribalismes, tous les ismes, les régionalismes, tous les ismes qui peuvent diviser le Cameroun. Et il s'est toujours élevé contre tous ces maux. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles il a créé la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, c'était justement pour que les Camerounais, dans leur diversité, se sentent unis. Et donc, son dernier tweet dans lequel il dit en substance, mobilisons-nous pour lutter pour la patrie, pour défendre la patrie. Oui. En fait, cette phrase-là résume tout son parcours. Défendre la patrie, ça veut dire développer le Cameroun, faire en sorte que, comme a dit Joseph Angoula, que les biens de la République soient équitablement distribués, ce qui était d'ailleurs l'un des points de sa campagne présidentielle de 2018, et dans laquelle il s'était engagé à faire en sorte que les couches défavorisées, parmi lesquelles les jeunes et les femmes, seraient de plus en plus prises en compte, dans lesquelles il avait pris l'engagement de faire en sorte que l'éducation soit un levier de développement. Et donc, quand on parle d'unité et d'intégration nationale, en ce qui concerne le président Paul Biya, c'est enfoncer des portes ouvertes. Parce qu'il n'a fait que ça depuis qu'il a accédé à la magistrature suprême. S'agissant particulièrement de la sortie du ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo, le gouvernement s'est désolidarisé de l'interview de Jean de Dieu Momo. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'a clairement dit au cours d'une de ses sorties. Le gouvernement s'est désolidarisé de cette déclaration. Donc on ne peut pas accuser le gouvernement d'avoir été solidaire de cette déclaration. En aucun cas, le gouvernement du Cameroun n'encouragerait un Camerounais à stigmatiser les autres Camerounais. Et je pense que ce n'est pas la lutte seule du président Paul Biya.
c'est la lutte de tous les Camerounais. Tous les Camerounais doivent faire en sorte que chacun des Camerounais, où qu'il se trouve sur le territoire national, se sente à l'aise au Cameroun. Ce n'est pas la lutte seule du gouvernement, ce n'est pas la lutte seule du président de la République. Si le président de la République prêche dans le désert et que personne ne l'écoute, comment pensez-vous que le pays va se développer? Nous sommes tous, autant que nous sommes Camerounais, responsables de ce qui se passe au Cameroun. Qu'on soit militant du MRC, qu'on soit analyste politique, qu'on soit enseignant d'université ou qu'on soit fermier en Guelmindouka. Parce que dans une certaine mesure, nous sommes comptables de ce qui se passe. Nous encourageons le népotisme. Quand l'un de nous a une position de pouvoir, nous sommes contents, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous nous posons la question de savoir comment ceux qui ne sont pas en position de pouvoir peuvent bénéficier des avantages alliés au pouvoir? C'est la question que tout le monde doit se poser. Donc, le patriotisme, c'est une affaire de tout le monde. L'unité et l'intégration nationale, c'est une affaire de tout le monde. La défense de la patrie, la défense de l'intégrité nationale du territoire camerounais, c'est une affaire de tout le monde. Ne faisons pas de la démagogie. Vous voyez, historiquement, le président Paul Ahidjo est parti. J'ai souvent dit ça. Il a laissé la patate chaude au président Paul Biya. Le problème anglophone n'a pas été résolu. Si le problème anglophone n'est pas résolu aujourd'hui, celui qui viendra héritera de la patate chaude. Qu'il soit du RDPC, en toute probabilité ce sera un militant du RDPC, ou qu'il soit un militant de l'opposition. Et donc ce n'est pas un problème qui concerne seulement ceux qui sont au gouvernement. Nous sommes tous responsables de la situation actuelle. Et quand les gens se lèvent aujourd'hui et disent voilà, oh vraiment, le gouvernement ne fait rien, etc. Oui, mais vous avez fait quoi? Quand votre position c'est de dire le fédéralisme ou rien. Je m'inscris clairement en faux contre cette posture. Le fédéralisme ou rien. Les Camerounais jouent leur rôle. Est-ce que c'est une façon de négocier ça? Les Camerounais jouent le fédéralisme ou rien. Professeur, les Camerounais jouent leur rôle. La sécession ou rien. Seulement, est-ce qu'on négocie comme ça? Seulement on est dans un pays où quand le MRC ne condamne pas cet état de choses, le MRC est comptable de ce qui se passe. Le RDPC, je veux pas vous la dire que c'est une affaire de tout le monde. Et les Camerounais le savent et ils agissent au quotidien. Ils n'ont pas besoin d'attendre une autorisation gouvernementale ou du moins une prêche du président de la République pour se retrouver dans les quartiers, cohabiter ensemble, collaborer ensemble, travailler ensemble, que ce soit dans le champ politique, dans le champ économique, etc. Les Camerounais ont intégré cette notion de patriotisme et agissent vis-à-vis de leur pays, mais aussi vis-à-vis de leurs concitoyens, comme étant effectivement des frères. Seulement, j'avoue qu'il y a quand même, il y a quand même des pratiques gouvernementales qui donnent le sentiment que on devrait qu'on veut exacerber les tensions identitaires, qu'on veut davantage atomiser la société. Il y a un silence curieux du gouvernement déjà vis-à-vis de la montée sans précédent des tensions identitaires. Il y a un silence curieux du Parlement camerounais qui est censé être l'organe qui légifère, qui représente les intérêts des Camerounais vis-à-vis des dérapages de tribaux qu'on observe sur la scène politique. Le Parlement camerounais a siégé récemment. C'était l'occasion pour eux de légiférer sur cette question, afin qu'on intègre dans l'arsenal législatif du Cameroun des dispositions qui condamnent toutes les formes de discrimination fondées sur l'appartenance ethnique. Là, ils n'ont même pas abordé la question. Pourtant, c'est un enjeu national important. Qui ne sont pas généraux. Permettez-moi d'arriver, permettez-moi d'évoluer dans ma réflexion. Il y a une surgénéralisation qui n'a pas de sens. Professeur, permettez à Joseph. Joseph Angoula lui-même dit que les Camerounais cohabitent et coexistent pacifiquement. Voilà, permettez donc d'aller jusqu'au bout. Je parle et d'autres, il y a des petits problèmes. Permettez ça va pas des problèmes généraux. Je vous en prie, professeur. Allez-y, allez-y. Ce ne sont pas des problèmes généraux. Joseph, allez-y. Les pouvoirs publics, et parfois certains leaders politiques qui parfois ont été membres du gouvernement, ont à l'occasion de certains meetings tenu des propos extrêmement identitaires qui visaient notamment à stigmatiser des communautés. Nous avons tous été des témoins de cette déclaration. Et vous dites que le gouvernement est militarisé. Et vous dites que, évidemment, dans les rangs de l'opposition également, il y a eu quelques dérapages. Effectivement. Mais ce n'est pas là le problème. Qui dans le pays est censé incarner l'exemple?
Qui dans le pays est censé montrer la voie, éclairer le chemin qui doit orienter l'action des Camerounais? C'est le gouvernement, parce que c'est un eux. Si effectivement le président de la République est l'émanation du choix des Camerounais, c'est lui qui est censé tracer le chemin et offrir des perspectives aux Camerounais. Et donc le gouvernement et les hommes avec lesquels ils s'entourent doivent être des personnes exemplaires, irréprochables sur cette question. Seulement on n'a pas le sentiment qu'ils font des efforts là-dessus. Et il y en a qui clairement jouent sur la fibre identitaire pour mobiliser pour les raisons politiques et discréditer certains adversaires politiques. Ça, c'est honteux. Et ça porte atteinte clairement à la cohabitation dans le pays. Il faut être équilibré. Je suis il faut être équilibré. Je vous en prie, Docteur Oko, c'est vous qui avez la parole. Par les propos du professeur représentant la RDPC ici, qui veut oser faire passer Paul Biya comme étant quelqu'un qui est un acteur de la cohésion sociale. Monsieur Biya, je le dis, est un fossoyeur de l'identité camerounaise. Un fossoyeur, je vais prendre quelques exemples pour illustrer. Monsieur Biya arrive au pouvoir en 1982. En 1984, il organise des massacres en masse des communautés camerounaises du septentrion. Il y a eu des personnes qui ont été décimées sur la base du délit de faciès. On a décimé toute une élite civile et militaire du septentrion. Ça, c'est monsieur Biya. Lors de... Vous l'affirmez, vous avez des preuves. Je dis qu'il y a eu ici dans notre pays, après des procès sommaires, des personnes qui ont été exécutées, je le dis. C'est des faits historiques actés. Peut-être vous ne le savez pas, mais c'est acté, je suis désolé. Et c'était sur la base d'un délit de faciès. C'était dangereux d'être quelqu'un qui vient du septentrion parce qu'on était supposé, soupçonné, n'est-ce pas, d'avoir été... ces exagérations. Je n'exagère rien, je donne des faits historiques. Et je dis encore maintenant que chaque fois que dans notre pays, M. Biya a senti son pouvoir vouloir vaciller, il a tiré sur la fibre identitaire. Souvenez-vous de 92. On nous a appris dans ce pays qu'un anglophone ne peut pas être président du Cameroun. C'est grave ça. Qui a dit ça? La stratégie de campagne du RDPC était de stigmatiser l'anglophone au Cameroun. Voilà pourquoi nous a sorti la fameuse expression l'axe anglo-bani. Maintenant que en 2018, nous avons encore eu, n'est-ce pas, cette orchestration de production de haine, d'entretien et des exemples de la haine. Je vous ai pris tout à l'heure l'exemple de M. Momo, qui est venu dans une émission pré-enregistrée et qui est venu promettre, comme les Juifs l'ont été sous Hitler, un génocide à la communauté bamileke. C'est très grave ça. Les ministres, le gouvernement s'est désolidarisé. Je n'ai pas terminé. Monsieur Biya ne l'a pas démis. Il jouit de son entière confiance. Je suis désolé pour vous, peut-être vous ne savez pas. J'ajoute quelque chose. Les collaborateurs de Monsieur Biya, sur le plan chronologique, ont toujours été des personnes qui tiennent des propos incendiaires sans qu'ils nous disent. Je prends l'exemple de Monsieur Amadou Ali, qui a dit sa gêne de voir un Béti ou un Bamileke prendre le pouvoir après Paul Biya. Il a dit, peut-être vous ne le savez pas. Il a dit, on a entendu monsieur Grégoire, on a dans une émission de télé, dans Oui chez le concurrent, venir dire qu'ils vont démontrer le caractère tribaliste de certains partis politiques. Voilà à quoi est réduit tout un gouvernement. À venir surfer sur des fibres et dire, je vous donne une autre information. Je vous donne une information. Je vous donne une information que vous n'avez pas. Je vous donne une information que vous n'avez pas. Un collaborateur de monsieur Biya, que l'on appelle Samuel Kamé, qui est un patron des renseignements, a fait une lettre à monsieur Biya. Lettre datée du 14 décembre 1994, c'est daté, si vous n'avez pas, je vais vous la donner, dans laquelle il reproche à M. Biya de se replier sur sa communauté pour diriger le Cameroun. Il lui dit dans cette lettre que tous les postes justes sont donnés à ses frères et assimilés. La manipulation des identités est le fait de ce régime. A toujours été le cas. Donc, M. Biya est, malgré cette tweets, la dernière personne à pouvoir parler de la cohésion nationale. C'est un fossoyeur de l'unité nationale. Permettez au professeur Biloua. Docteur Okor, vous êtes un scientifique parce que vous êtes médecin. Amadou Ali, sur 70 ministres, dit que il ne souhaiterait pas qu'un Béti ou un Bamileke accède à la magistrature suprême au Cameroun quand le président Paul Biya sera parti. Mais écoutez, 1 sur 70, c'est banal. Comment vous pouvez généraliser? Quand bien même ce serait important, qu'est-ce qu'il y a de mauvais à ce qu'un Camerounais dise que non? À partir du moment où le président Ahidjo, qui était du Nord, a été président, il est resté au pouvoir une vingtaine d'années. Après, le président Paul Biya, qui est du Sud, est resté au pouvoir 36 ans ou 37 ans. N'est-il pas logique qu'un Camerounais se dise que, logiquement, il faudrait s'attendre à ce que le prochain président du Cameroun ne soit ni du Nord, ni du Sud? Pourquoi cela vous gêne-t-il? C'est parce qu'il a dit, il n'a pas parlé de Nord. Non, non. Il faut aller
jusqu'au bout de l'analyse. Non, vous êtes à sa place. Donc, vous vous appuyez sur des épiphénomènes. C'est ce que j'appelle des épiphénomènes. La réalité au Cameroun, c'est que les Camerounais vivent bien. Et ce n'est pas le fait de M. Biya. C'est le fait des Camerounais. Les Camerounais vivent bien ensemble. C'est le fait des Camerounais des villages et des quartiers. Pas de M. Biya. Si Biya n'avait pas travaillé de sorte qu'il y ait la paix au Cameroun, eh bien, je vous dis, les Camerounais ne pourraient pas cohabiter et coexister ensemble. Donc, la cohabitation et la coexistence pacifique des Camerounais est un fait. Les petits problèmes identitaires, les replis identitaires, qui sont d'ailleurs condamnés officiellement par le régime, ne sont pas seulement le fait de ceux qui sont au pouvoir. Je vous prends un seul exemple. Un dirigeant politique, président d'un parti politique un jour, a dit, pendant que les autres font des tontines, pendant que les uns font des tontines, les autres mangent. Vous savez qui a dit ça? Pendant que les uns font des tontines, les autres mangent. Vous savez qui a dit ça, monsieur Okon? Édifiez-nous, édifiez le public. C'est Maurice Kamto. Wow. C'est Maurice Kamto, à l'ouest. Moi, j'étais vice-recteur à Tcham. C'est lui qui a dit que pendant que les uns font des tontines, c'est-à-dire les ressortissants de l'ouest, pendant que les uns font des tontines, non, on va pas. les autres mangent. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas de l'ouest. Ok, merci. Bon, maintenant, si vous ne le saviez pas, moi je suis linguiste et je m'intéresse à l'usage des mots. C'est de là qu'est sorti dans le mot tontinard et sardinard. Ceux qui font les tontines, ce sont les tontinards. Et ceux qui ne mangent les tontines des tontinards, ce sont les sardinards. Personne n'a dit à Kamto que Kamto est tribaliste. Moi, je pense que ce qui s'est passé à l'élection présidentielle de 2018, c'est une constellation d'épiphénomènes qui ne sont pas pris en compte par la majorité des Camerounais. Et pour avoir vécu à l'ouest, j'étais bien accueilli à l'ouest, on n'a jamais dit que j'étais du centre. Et les responsables de l'ouest qui sont au centre chez moi, on leur a jamais dit qu'ils n'étaient pas les bienvenus ici. La cohabitation et la coexistence pacifique entre les Camerounais est un fait avéré. Ok, merci. Est un fait avéré. Merci, et il ne faut pas dire que c'est le gouvernement de Biya qui incite les Camerounais au tribalisme. Il est un fausseur. Merci. Je le dis. Joseph Liangoula, le mot de la fin, c'est vous qui allez conclure cette émission. Je suis d'accord sur un fait, c'est que tous les Camerounais veulent cohabiter ensemble. Absolument. Lorsque je noue des rapports avec un Camerounais, je ne demande quasiment pas son appartenance ethnique. Ça, c'est une habitude chez moi et je l'imagine. C'est bel et bien l'attitude de beaucoup d'autres Camerounais qui ont grandi dans des espaces cosmopolites, en cohabitation avec les autres communautés et qui regardent le Camerounais au-delà de son appartenance ethnique. Mais Joseph Liangoula, seulement, on constate que chaque fois qu'il y a des joutes politiques, chaque fois qu'il y a des rivalités politiques qui s'exacerbent, pourquoi ça est né on agite la cible identitaire et c'est le drame de ce pays. Et c'est pourquoi on a appelé rapidement le gouvernement à mettre en place dans l'arsenal législatif des garde-fous. Par exemple, qu'est-ce que fout le concept d'autochtonie et d'allogénie dans la Constitution aujourd'hui? Que fout ce concept? Parce qu'il est de nature à exacerber les tensions identitaires et à menacer le vivre ensemble. Pourquoi on ne légifère pas pour empêcher que aujourd'hui les gens pratiquent des actes discriminatoires ou tiennent des propos haineux sur Internet? Des actes discriminatoires notamment fondés sur l'appartenance ethnique. Pourquoi on ne condamne pas de manière ferme? Et jusque-là, vous avez dit que le gouvernement condamnait et c'est de solidariser les propos haineux et tout le reste. Mais je veux que vous me citiez une seule déclaration gouvernementale, un seul communiqué gouvernemental qui a pointé du doigt, dénoncé, indexé cette montée sans précédent de la haine tribale sur les réseaux sociaux. Le ministre Sadi a dit que le gouvernement s'est désolidarisé de l'interview de Jacques Quant au propos de stigmatisation ethnique, j'ai encore en mémoire l'ensemble des propos exprimés par le ministre. Il n'a pas fait mention de la stigmatisation des Bamileke. Il s'est un sujet contre la fatwa, les propos sur les juifs, mais jamais fait mention de la stigmatisation des Bamileke. On a besoin que le gouvernement prenne des positions fortes. Et ensuite, au-delà de l'objectif. Est-ce que les Bamileke sont les seuls stigmatisés au cet objectif? Je vous en prie, nous sommes Est-ce que les Bamileke sont les Merci, professeur. Merci, professeur. Nous sommes arrivés au terme de la mission. Je vous en prie. Merci. Merci, cher monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci, Joseph. Merci, docteur Oko. Merci, professeur.
C'est moi qui vous remercie. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette première édition du Equinox Soir à Yaoundé. Rediffusion 23h GMT, il sera minuit à Koumdoum.